Donc bienvenue à tous, merci d'être là et de venir écouter des conteuses qui sont des conteuses depuis déjà plusieurs années, soit des personnes qui sont arrivées cette année, qui sont toutes des participantes de l'atelier conte de l'association Acerma. Et cette association organise toutes sortes d'activités culturelles. La peinture. Le théâtre. Le conte, le modelage. C'est quoi? T'es bloqué? L'ambiance que Jean-Yves nous apporte, ainsi que les collègues, les camarades. Peut-être pas, justement. Vers les accueillants, Il y en a deux qui n'a pas prise. Tout un tas de choses comme ça a débuté au mois d'octobre, un atelier initiation et un atelier formation de formateurs à l'art de raconter. C'est tout nouveau. Et puis nous continuons, pour ceux qui ont fait l'atelier d'initiation les années précédentes, un atelier perfectionnement. Je vous demande de les accueillir. C'est l'histoire d'un marchand qui a mis un oiseau en cage. Un bel oiseau indien aux 1000 couleurs. Il adore son oiseau. D'ailleurs, ils ont de grandes discussions tous les deux. Ce marchand doit partir en Inde pour affaires. Il demande: mon oiseau, mon bel oiseau, veux-tu que je te rapporte un cadeau? Non. Tout ce que je veux, moi, c'est ma liberté. Oh non, ça c'est pas possible. Tu me demandes autre chose. Bon, d'accord. Je vais te demander une chose, mais alors il faudra la faire. Quand tu seras en Inde, tu iras dans la forêt indienne, là-bas où je suis née, et à tous les autres oiseaux, tu sais, ceux qui vivent en liberté, eh bien, tu leur annonceras que moi je suis en captivité et je vis dans ta cage, chez toi. Bon, si c'est ton souhait, d'accord, oui, je le ferai, oui, d'accord. Et comme promis, quand il arrive, il annonce de sa voix la plus haute: j'ai chez moi un bel oiseau indien aux 1000 couleurs et je l'ai dans ma cage. Et il s'apprête à partir quand, tout à coup, tout en haut d'une branche, un oiseau se met à trembler. Mais trembler, trembler, trembler. Et il tombe raide. Il ne bouge plus. Oh! Je l'ai tué. Ça devait être un parent de mon bel oiseau. De retour à la maison, son bel oiseau en cage dorée, je lui demande comment ça s'est passé. Eh bien, j'ai une bien mauvaise nouvelle. Tu vois, quand j'ai annoncé ta captivité, comme tu me l'avais demandé, dans la forêt là-bas en Inde, il y a un oiseau qui s'est mis à trembler, 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 et il est tombé raide. Il ne bougeait plus, mort. Je suis désolée. Il a à peine fini sa phrase que dans la belle cage, le bel oiseau indien, aux 1000 couleurs, se met lui aussi à trembler, 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 et il tombe, un raide. Il ne bouge plus. Oh non, pas lui, pas mon bel oiseau, je l'aime tant, non. Il est rempli de chagrin. Le marchand ouvre la cage, il prend l'oiseau dans ses mains et délicatement il va le poser sur le rebord de la fenêtre. Qu'à ce moment-là, un rayon de soleil vient caresser. Et il le regarde tristement. Et l'oiseau s'éveille, il ouvre les yeux, il déploie ses ailes et il s'envole sur un arbre à côté et lui dit: marchand, ce que tu as pris pour une mauvaise nouvelle, eh bien en fait, moi c'était une bonne nouvelle. Vois-tu, l'oiseau, mon parent lointain, là-bas
dans la forêt indienne. En fait, il m'a transmis un message. Comment me libérer? Et toi, mon geôlier, tu as été son messager. Et l'oiseau indien aux 1000 couleurs s'envole à tire-d'aile, enfin libre. Un homme veut acheter un costume. Il va chez le tailleur. Vous tombez bien. J'en ai juste un là qui me reste. Il est pour vous. L'homme essaye le costume. Mais il y a un faux pli là au col. Ce n'est pas joli. Oh, mais vous penchez un peu la tête comme ça, en levant un peu l'épaule aussi, et il n'y a pas de faux pli. Où est le faux pli? Et le pan de la veste là, il ne tombe pas bien, ça gondole. Oh, mais ça, il suffit de tirer un peu sur le tissu, voilà, comme ça, et le pan de la veste, il est impeccable. Et l'entrejambe est un peu serrée, ça me gêne. Oh, mais vous tirez aussi un peu sur le pantalon, sur le tissu, et vous serez très bien dans ce costume. Bon, je vais vous dire toute la vérité sur ce costume. La semaine dernière, Brad Pitt, est venu pour le festival de Cannes. Il m'en a pris une demi-douzaine. Sur ce, Georges Clooney l'a vu, il est venu, il en a pris 12. Vous savez maintenant toute la vérité sur ce costume. L'homme achète le costume. Le lendemain, il s'apprête, tout fier, à aller se promener. En suivant les conseils du tailleur, il se prépare et sort pour se promener dans les jardins de la ville. Deux vieillards sont en train de jouer au domino. Oh, petit homme, regarde là, cet homme-là. Comment il marche? C'est un infirme. Oui. Mais je me demande où il a pu trouver un tailleur qui lui a fait un aussi beau costume. Autrefois, dans un pommier, au bord d'un fleuve, vivait un singe. Ce singe avait été roi d'une tribu. Comme le veut la coutume, il avait dû se battre contre un autre singe. Le perdant devait quitter la tribu et trouver refuge ailleurs. C'est ainsi que le singe avait trouvé un abri au bord de ce fleuve, dans ce pommier. Il était content, il mangeait des pommes, il se prélassait au soleil, il grimpait dans les branches. Il aurait voulu que cela dure toujours. Seulement voilà, cela faisait
des mois qu'il était seul. Et il commençait à s'ennuyer. Il aurait aimé avoir un ami. Un jour, un crocodile passe. Oh, oh, eh, oh, qui es-tu? Je suis Croco, le crocodile. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis le singe. J'habite dans l'arbre. Si tu veux, je t'offre des pommes. Ainsi, le singe et le crocodile deviennent amis. Ils se voient, ils mangent des pommes, ils se racontent des histoires. Un jour, lors d'une conversation, le singe apprend que Croco a une femme. Ah oui, il a une femme qui est très jalouse. Aussi, un soir, Croco rentre chez lui, elle l'attend. Hein, t'étais où? Tu rentres tard, hein? Oh, bah c'est parce que j'ai rencontré mon ami le singe. Et il lui raconte toute l'histoire. Tu continues à me mentir, hein? T'as trouvé une autre amoureuse. Tu ne m'aimes plus. Mais non, je t'assure, il est vraiment exceptionnel ce singe. Il m'a même donné des pommes pour toi. Sa femme pense. Si ces pommes sont aussi juteuses, c'est que sa peau doit être très tendre. Et pourquoi tu l'inviterais pas à la maison, ton singe? Oh mais non, tu sais bien, les singes ne vont pas dans l'eau. Ainsi, le lendemain, Crocodile retourne voir son ami le singe un peu plus tard que d'habitude. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives plus tard aujourd'hui? Ben oui, figure-toi que ma femme, hier, elle m'a fait une scène. Voilà. Donc le soir, il retourne chez lui. Ce soir-là, sa femme l'attend. Et elle a fait un plan. Elle s'est inventé des fausses maladies. Elle s'est mis du bleu partout. Elle s'est maquillée en blanc. Elle n'a pas cuisiné. Elle a éteint les lumières. Elle a fermé les volets. Et quand Croco est rentré, elle a commencé à gémir. Je suis malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je t'aide? Tu veux que j'appelle le docteur? Lui demande Crocodile. Non! Je viens de le voir. Il m'a dit que j'allais mourir si je ne mange pas le cœur d'un singe. Le crocodile ne sait plus quoi faire. En plus, la nuit, sa femme a mis des feuilles mortes sous le matelas. Et à chaque fois qu'elle bouge, il croit que c'est ses os qui craquent. Le lendemain, il a pris sa décision. Il va voir son ami le singe. Il lui propose de venir dîner à la maison. Il lui propose de le transporter sur son dos. Arrivé au milieu du fleuve, il va de plus en plus vite. Le singe a peur.
je vais me noyer. Oh, c'est pas grave, lui dit Crocodile, puisque de toute façon, aujourd'hui, tu vas mourir. Le singe ne sait plus quoi faire. Il réfléchit. Oh, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il te faut? Le crocodile lui explique que sa femme est très malade et que pour guérir, elle doit manger le cœur d'un singe. Eh bien, j'aurais su, j'aurais emmené mon cœur avec moi, lui dit le singe. Parce que, figure-toi, je l'ai laissé sur mon arbre. Mais si tu veux, on y retourne. Et je te le donne volontiers. Ainsi, ils font demi-tour. Arrivés au bord du fleuve, le singe grimpe dans l'arbre. Et Crocodile attend. Oh, oh, oh. Eh oh, le singe, eh oh, il est où le cœur? Tu viens? Le singe apparaît, il me regarde et il dit: ouvre ta gueule, que je te lance mon cœur. Le crocodile, il est content. Et là, il lui lance dans sa gueule une de ses crottes. Tiens, voilà pour ta femme. Et toi, n'oublie jamais que nous les singes, on emmène toujours notre cœur avec nous. Dans une pauvre maison, vit un homme avec sa femme, leur enfant, un bébé, et le père de l'homme, un vieillard. Ce vieil homme ne travaille plus. Il n'est plus bon à rien. Il passe ses journées sur le pas de la porte à saluer les passants. Un jour, l'homme décide de le chasser. C'est ce que l'on faisait avec les bouches inutiles dans des temps très anciens. Sa femme le supplie. Le pauvre homme, il va mourir de froid. Donne-lui au moins une couverture. Non. La moitié d'une couverture suffira. Mais l'hiver approche. Mais c'est ton père. L'homme, finalement, accepte de lui donner la couverture entière. Arrive le jour où le vieil homme doit partir. Au moment où il passe la porte, en pleurant, on entend une voix à l'intérieur. Non! Ne le laisse pas partir avec la couverture. Tous se précipitent dans la maison pour voir d'où vient cette voix. Elle vient du berceau.
Tu parles? Mais qu'as-tu dit? J'ai dit que tu dois garder la moitié de la couverture. J'en aurai besoin. Je te la donnerai le jour où je te chasserai. Vous savez où habitait l'empereur de Chine autrefois? En Chine. En Chine. Mais où? En Chine. Il avait choisi pour capitale Pékin. Il avait fait construire un endroit spécialement réservé pour sa famille et ses amis. Et il avait fait construire toutes sortes de palais au milieu de jardins, et le tout était entouré d'une muraille où il n'y avait que 4 pas. On appelait cet endroit la cité interdite. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ce matin? Là-bas, dans le jardin, l'empereur est même sorti sur la terrasse de son palais. Il est assis sur son trône. Une rangée de gardes conduit là-bas jusqu'à l'arbre des supplices. Et tout autour, les princes, les ambassadeurs, et même les favorites et les concubines de l'empereur défunt ont été invités. Que se passe-t-il? Arrive l'exécuteur des hautes œuvres. Il accompagne un prisonnier, les mains ligotées dans le dos. Qui est-ce? Mais c'est le peintre officiel de l'empereur. Que se passe-t-il? Voilà l'exécuteur qui déplie le rouleau, puisqu'il s'agit d'être pendu à l'arbre des supplices par les pieds et attendre que la mort vienne. Le peintre incline la tête, prend bien garde de ne pas croiser le regard de l'empereur et lui dit: Maître vénéré, je reconnais, je vous ai offensé par 2 fois. Il est vrai que je suis coupable d'arrogance, doublement coupable. Aussi, une mort pendue par les pieds est bien trop douce pour moi. Je sollicite de votre bienveillance, ô Fils du ciel, d'être pendu par un seul pied. Un murmure d'effroi parcourt l'assistance. Et dans un silence glacé, le peintre est pendu par un seul pied. L'assistance, pensant que la mort ne viendrait qu'après de longues heures d'agonie, se retire. D'ailleurs, l'empereur lui-même donne le signal du départ. Il n'est pas besoin d'attendre la mort du peintre maintenant. Aussitôt seul, pendu par un pied, avec du sable blanc tout autour de lui,
repense à tous ces exercices d'élongation et de sa jambe valide, il fait travailler ses articulations. Il se courbe, il se balance, il se renverse comme il peut, et de la pointe de son orteil libre, il se met à dessiner dans le sable des circonvolutions, des traits bien droits, des points, et au bout de quelques instants, il a dessiné là, dans le sable, 6 petites souris, si magnifiquement représentées qu'elles prennent vie. Et surtout la petite dernière, elle est adorable, avec sa queue en tire-bouchon et ses prunelles noires au reflet vert. Et les petites souris s'animent et se saluent et se flairent du museau et puis se dirigent vers leur créateur. Et voilà les petites souris à la queue leu-leu qui grimpent sur le corps du peintre jusqu'à la corde. Et là, encouragée par le peintre, elle commence à ronger, et lui, il se met le plus possible en boule parce qu'il s'attend à la chute. Et au bout d'un instant, la corde cède. Le peintre tombe, les petites souris sautent, se précipitent vers lui, tout ce petit monde débarrasse le peintre des restants de cordes. Et c'est ainsi que libéré, le condamné à mort avec ces 6 créatures à la queue leu-leu, les unes derrière les autres, quitte le jardin de la sérénité en trottinant. Pendant 2 jours avant d'arriver. Parce que cette histoire se passe à une époque où les distances se mesuraient en journées de marche. Il arrive à la ville, il s'installe au marché, et là il vend tout son riz à un bon prix. Il est content. Pour fêter cela, il va à la taverne avec quelques amis. Et là, il boit quelques verres. En sortant de la taverne, il se dit « Je devais rapporter quelque chose à ma femme. » Mais quoi? Il rentre dans une boutique, explique son problème au marchand, qui lui dit « Mais moi, j'ai la solution. J'ai là une nouveauté. Un miroir. » Cette histoire se passe il y a très longtemps. Hein. Donc, un miroir, toutes les femmes rêvent d'avoir cet objet de nos jours. Le paysan achète le miroir sans trop savoir ce que c'est. Le marchand lui emballe, il prend l'objet et retourne chez lui, à son village. Arrivé à la maison, il n'y a personne. Le paysan pose le cadeau pour sa femme à l'intérieur et retourne à son champ.
accompagnée de sa mère. Elle voit le paquet. Elle l'ouvre, regarde l'objet qui est dedans. Et là, elle se met à pleurer. Mais qu'as-tu donc, ma fille, à pleurer comme ça? C'est que mon mari, il a pris une autre femme. Il m'a rapporté le portrait d'une autre femme. Mais montre-moi ça. La mère regarde l'objet. Oh, ma fille, enfin! Mais tu ne crains rien de cette femme. Elle est déjà bien vieille. Elles se parent de leurs plus beaux bijoux, mettent leur plus belle robe, elles se pomponnent, elles se trouvent belles. Et tout en se maquillant, la mère fait des recommandations. Shra, mon fils, nous allons être absents pendant plusieurs heures. Tu sais, les voleurs, ça court les rues, il faut faire très attention. Alors, je te confie la maison. Je te demande, Shra, de bien garder la porte. Tu m'entends? Garde bien la porte. Et nous te rapporterons une friandise. Et en partant, tout en se maquillant encore, se parfumant, elle lui dit encore, Shra, garde bien la porte. Et elle s'en va en dansant, se trémoussant avec sa fille, elles vont à la fête. Et lui, Shra, il reste tout seul à la maison. Il s'ennuie et il commence à réfléchir et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça là, je reste là moi pour garder une porte. Garder la porte, c'est bien joli. Mais elles vont danser, elles vont se gaver de loukoum et de pâte d'amande et moi non. Ah non, ça c'est trop injuste. Et tout à coup, Shra se met à sauter partout dans la maison. Oui, parce que Shra, quand il a de bonnes idées, il saute. Et là, il a une idée lumineuse. Mais oui, parce que s'il peut garder la maison tout seul à la maison, la porte tout seul à la maison, eh bien, il peut tout aussi bien aller garder cette porte ailleurs, là où on s'amuse. Eh ben oui, Shra, il a des bonnes idées. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Shra? Eh ben, il décroche la porte. Et puis il la met sur son dos. Et puis il va à la fête. Et il voit sa mère qui danse. Et qui, tout à coup, l'aperçoit. Shra, mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais ça va pas. Mais à cette heure-là, on a dû nous cambrioler. Mais t'es fou, mais Shra. Mais qu'est-ce qui m'a donné un fils comme ça? Mais alors Shra, il est complètement déconcerté devant la colère de sa mère. Mais enfin, maman, tu m'as demandé de garder la porte. Ben, je l'ai fait. Et regarde, maman, je l'ai prise avec moi.